si on m'entend. Donc bonjour à tous, nous sommes le cercle celtique de Rostrona. Non, en fait, on ne va pas. C'est bon ? Donc nous sommes le cercle celtique de Rostrona et aujourd'hui nous allons vous présenter notre série de costumes que nous allons porter pour notre spectacle cet après-midi. Donc nous faisons partie du pays Ficelle qui se trouve dans le Kreiz, donc entre les pays Gavotte, Fanche et Pourlette. Donc le pays Ficelle fait partie intégrante du pays Poer, qui se trouve donc en Centre-Bretagne, qui recoupe l'intérieur du Finistère, des Côtes d'Armor et du Morbihan. Il est situé entre les montagnes Noires et les monts d'Arry. Donc aujourd'hui, les frontières du pays Ficelle sont délicates à déterminer. Ce qui les détermine le plus, ça serait la danse aujourd'hui. À l'est, nous retrouvons donc le pays Fanche avec la danse pline, et au sud, le pays Pourlette et sa danse. Nous dansons le Ficelle, qui est appelé danse-tro, et donc les frontières du pays Ficelle aujourd'hui, elles sont encore floues à déterminer. Elles vont être délimitées par la danse. Donc comme je vous ai dit, avec le pays Pline et le pays Pourlette. À l'ouest du pays Ficelle, nous avons le pays Gavotte, dit le pays Montagne également, où nous allons danser la gavotte en 3 et 4. Ce qui va nous différencier entre la gavotte et le Ficelle, c'est du coup la subdivision, où nous on va le faire en 4 et 5, et notre balle. En pays Gavotte et en pays Ficelle, on l'appelle la danse-tro. Donc aujourd'hui, nous portons la mode du pays Poer des années 1930. Donc notre costume est principalement composé d'une coiffe, dite pencolvez ou corlédène, plus familièrement appelée camembert. Donc, sur Christine, nous avons la coiffe et la collerette qui sont assorties, qu'on peut appeler parure, mais toutes les coiffes et toutes les collerettes ne sont pas assemblées. Nous fermons notre collerette avec une broche, donc soit une broche montre sur les divines, ou une simple broche. Nous avons également comme signe distinctif de notre costume, notre tablier, où on retrouve un triangle parfait pour le devantier. Je vais passer la parole à Maëla. Je vais vous présenter le reste du costume. Une des caractéristiques de notre costume faisant partie du pays cornouaillais, c'est qu'on retrouve 3 parties. Donc pour la partie haute, on va avoir la camisole. Chez nous, elles sont là actuellement tout en velours. Ça peut être soit du velours de soie, soit du velours de coton. On a les deux. Pour la partie basse, on va retrouver une jupe. Là, nous avons toutes des jupes simples. Après, parfois avec un motif, comme chez Claire. Elles sont donc dépourvues d'application de bandes de velours, chose qu'on pouvait aussi retrouver à l'époque. Sous notre jupe, nous portons des Vrosnendand, c'est-à-dire une jupe du dessous. Elles permettent d'une part d'ajuster la coupe de notre costume et d'autre part elles servaient aussi à s'asseoir lors d'événements afin de ne pas abîmer la jupe. Pour terminer notre costume, nous avons choisi des escarpins à bride. C'est ce que nous avons pu observer sur différentes photos. Et la bride est aussi un choix technique pour assurer une stabilité lors de la danse, d'autant plus que nous dansons du Ficelle sur notre scénique comme un défilé. Chez les plus anciennes, on a des talons un peu plus évasés. Et chez les chaussures plus récentes, justement, quand on a cherché à renouveler notre stock, on a choisi des talons, tu peux tenir un petit peu clair, des talons un peu plus plats, et, carrés et plus petits. Pardon. Je ne reviendrai pas du coup sur la coiffe et le col présenté par Pauline, mais je vais juste préciser pour la coiffure. Nous avons soit des bombés droits, soit des mèches. Donc, par exemple, Pauline a une mèche, les filles ont un bombé droit. On a regardé énormément de photos et du coup chaque fille a aussi appris à travailler sa coiffure en fonction de son type de cheveux aussi. Et enfin pour terminer, nous avons différents bijoux. Pour les colliers par exemple, nous avons des perles, des colliers en maille. Pour ma part, je porte ma médaille de baptême. Et en boucle d'oreille, nous avons soit des petites perles tout simplement, ou des dormeuses comme chez Ludivine. Je vais passer la parole à Christine qui va vous présenter la question à poser, à savoir l'évolution de nos tabliers de cérémonie. Merci.
Alors, afin de présenter d'une façon distinctive en fait, l'évolution du tablier, notamment de cérémonies qu'on a pu avoir chez nous, je vais présenter de façon chronologique. Donc, pour commencer, je préciserai que les tabliers de cérémonie n'ont pas forcément eu d'évolution au niveau de leur structure, à savoir qu'ils sont toujours composés de deux parties, donc d'un devancier, aussi appelé bavette, et d'un corps du tablier en lui-même, qui est donc terminé donc, soit par des plis plats au niveau de la ceinture, soit par des fronces montées en ceinture droite. Alors, les premières informations que nous avons des tabliers sont avec les croquis de Monsieur Lallès, autour des années 1847, où on voit un très grand devancier, donc très large en haut sous forme de trapèze, et avec un très long corps de tablier. Les matières utilisées pouvaient être en fait à base de lin ou de laine, donc possiblement du pilou. Après, au niveau donc, des années 1880, nous avons différentes matières qui apparaissent, comme du satin de coton, du brochet de coton. Et nous voyons aussi donc, des poches, donc 2 poches de chaque côté du tablier, et des plis de rangement. Donc pourquoi des plis de rangement? Car les tabliers étaient rangés en fait, dans des tiroirs, pour donc, limiter les froissements du tissu, et donc pliés tout le temps de la même façon, donc, qui implique donc, l'apparition des plis de rangement. C'est à la fin du 19e siècle que la dentelle fait son apparition, donc on va être apposé sur tout le tour du devancier, donc de la bavette, sur tout le tour en fait, du tour du tablier, et parfois avec des rappels au niveau des poches, donc toujours avec des plis de rangement. Après la Première Guerre, donc au niveau des années 20, il y a des nouveaux tissus qui arrivent, comme le velours de soie ou le brochet de soie notamment, donc qui permettent d'avoir des matières un peu plus fluides et aussi des matières qui sont un peu moins écartées du corps, donc qui s'arrangent en fait avec la société, qui cherche à avoir des costumes un peu plus près du corps que des femmes. Pardon. Et c'est aussi au niveau des années 20 qu'on voit apparaître en fait, de la broderie sur fil, donc toujours avec l'inspiration des motifs floraux. Donc les motifs floraux étaient apposés donc, sur tout le tour du tablier, avec des rappels sur chacune des poches et sur le devancier. On peut aussi avoir du feston qui entourait donc, le tour du tablier. Au niveau donc, des années 1925, avec l'apparition des sacs à main notamment, comme nous avons ici, donc les femmes mettaient tous leurs petits accessoires comme les poches, les petits bijoux, les rouges à lèvres dans leur sac à main, donc n'avaient plus forcément besoin de poches sur les tabliers. Donc c'est à partir vraiment des années 20, donc quand je dis des années, c'est vraiment aux alentours, il n'y a pas d'année précise bien sûr, que les poches vont disparaître. C'est aussi au niveau des années 20-30 en fait que les pans de tissu vont devenir plus larges, donc à savoir qu'avant les pans de tissu étaient relativement étroits. Donc pour faire un tablier, en fait, donc on devait coudre en fait 2 pans de tissu sur le milieu. Donc qui fait qu'en 1920, les broderies appliquées n'étaient pas faites sur le centre du tablier, car il y avait la couture, mais plus sur les côtés. Et donc au niveau des années 30, quand notamment donc, le perlage a pu arriver, on voyait des motifs de perles, notamment au niveau des tabliers de mariage, qui étaient plus épandus sur le total du tablier. Donc au niveau des perles utilisées pour le mariage, donc, il y a différents motifs présents, toujours d'inspiration florale. Et chaque motif en fait, floraux représentait donc, soit une étape de la vie de la femme, soit en fait, un lien caractéristique du mariage, comme l'abondance, la fertilité, ou même l'étendue du mariage en fait, au cours de la vie. Au cours des années 30, nous avons aussi donc, différents tissus qui arrivent, notamment le velours dévoré que nous portons aujourd'hui, donc des matières beaucoup plus fluides et plus floues. Nous avons aussi l'apparition de la peinture sur tissu. Donc c'est un tablier, donc toujours avec l'inspiration de motifs floraux, et des tabliers qu'on appelait notamment les tabliers de Pocès, car les femmes n'avaient pas forcément en fait, assez d'argent et de revenus pour perler les heures de perlage. C'était une façon aussi de se distinguer un petit peu, d'avoir un tablier assez habillé, tout en respectant en fait, son critère social et ses revenus. Vers la fin des années 30, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Oui, voilà, donc années 30, plus au niveau des années 40, en fait, donc il y a des matières synthétiques qui sont apparues, notamment des crêpes, des mousselines ou encore des tissus imprimés. Voilà, je vous remercie. Il y a un petit décalage en fait. Merci pour les explications. Moi j'avais juste une petite question particulière par rapport à vos coiffes et vos cols. Est-ce que ça a été toujours fait en tulle? La première question, est-ce que c'était toujours du tulle? Vous le mettez dans le dossier. Hein. Et sinon, alors c'est juste une question de coquetterie en fait, féminine. Je voulais savoir après si vous aviez aussi des parures qui faisait que les cols et les coiffes pouvaient avoir les mêmes motifs ou bien si c'était différencié. Alors oui, donc sur la mode que nous avons choisie, toutes les coiffes étaient donc, à base de tulle brodé. Donc c'est pas le motif qui était appliqué comme on pouvait voir dans les années 1900, c'est vraiment le tulle qui est brodé en lui-même, donc avec aussi la visagière qui est légèrement brodée. Si tu veux tourner un tout petit peu, on voit une légère broderie.
Et pareil, les cols, c'est du tulle brodé, ensuite donc, qui est ajouré en fait, avec des points araignées. Et au niveau de les parures, en fait, donc, ça pouvait exister, il y avait des parures, je sais pas, pardon. Ça existait qu'il y avait des parures assemblées, mais en fait, tout dépendait aussi en fait, des brodeuses et aussi de l'argent qu'on pouvait mettre. Souvent, les coiffes avaient en fait plus d'étalage en fait, au niveau des années que l'école. L'école, parfois, c'était des modes qui évoluaient en même temps que l'école de mercerie. Donc, il y avait parfois en fait, des époques plus restreintes d'application. Donc, on a un peu du mal aussi à trouver des parures entières, parce que lors des décès, souvent, les parures sont séparées. Encore à l'heure actuelle, pour la preuve, dans ma famille, j'ai pu récupérer le col authentique, mais la coiffe a été séparée en fait, au décès de mon arrière-grand-mère, donc je n'ai pas pu récupérer la coiffe qui allait avec, j'ai dû la reproduire pour que le col soit assemblé. Mais avec les collectages qu'on a pu faire au cercle, par miracle, on peut avoir des parures. Après, tout dépend encore de la façon de coiffer de la fille pour pouvoir l'assembler correctement avec le col. Voilà. Dans votre dossier, vous nous parlez de la coupe de votre camisole, en disant que dans les années 30, la camisole est ajustée à la taille, et ensuite vous nous parlez d'une coupe ou d'une découpe princesse. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît? Oui, Amélie qui le dit, c'est parfait. En fait, la coupe princesse, ça s'appelle princesse parce qu'en fait, elle va bien se centrer au niveau de la taille de la fille. Et en fait, la composition de la camisole en fait, en elle-même, donc ça a toujours été la même en fait, quasiment au cours des années. Donc là, on ne voit pas car c'est recouvert de velours, mais en fait, elle est composée de 7 pièces. Donc 4 en fait, au niveau du bas du dos qui viennent vraiment se centrer au niveau de la taille de la femme. 2 en haut et une qui vient faire le col. Donc 7 qui sont... C'était quoi déjà? Les 7 vertus par rapport à la femme. Désolée, petit problème de terme. Et en fait, du coup, c'est bien cintré parce qu'en fait, notre camisole, nous avons un corselet qui est en fait cousu notre camisole. Donc avec cette couture en fait à l'arrière et du coup de la coupe princesse, quand on serre notre camisole, on peut bien l'ajuster en fait et bien marquer cette différence donc avec la coupe et la jupe en fait qui s'évase. On a bien des tailles assez fines par chez nous. Voilà. Merci. Moi j'avais une petite question sur les tabliers. Aujourd'hui vous portez que du noir. Est-ce que c'est un choix scénique, une mode ou autre chose? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous portons du noir. Donc, la première, c'est que c'est une série qui a été principalement faite pour le Tradi Days, donc pour avoir un visuel assez homogène sans avoir non plus de gêne en fait, visuelle, on va dire. Et une deuxième, c'est que du coup c'est le premier aussi tissu velours des vrais que nous avons trouvé à prix abordable. Et troisième, c'est que c'est des costumes, notamment des velours des vrais noirs qui étaient très répandus par chez nous. Donc dès qu'on les met, en fait, on est très proche en fait, des gens qui nous entourent, car en fait c'était des costumes portés par leur grand-mère et leur grand-mère, donc c'est aussi un lien en fait de pouvoir s'approcher d'eux et aussi d'avoir du coup une ouverture pour aller vers eux, pour avoir du collectage, récupérer des photos et échanger en fait sur le port du costume qu'ils ont pu observer dans leur famille. Dernière petite question sur les manchettes que vous présentez aujourd'hui. Elles sont donc perlées, bien brillantes. Est-ce qu'il y a une occasion particulière pour choisir ce port j'entends, à l'époque, hein, est-ce qu'il y avait une occasion particulière pour choisir plutôt les perles qu'autre chose? Bien, au niveau des camisoles entièrement en velours de soie, comme ici, au niveau des mariages, des fois on avait donc d'autres types d'habillements que des perles. Donc, alors je n'ai plus le nom exact, mais c'est des galons avec des plumes. J'ai plus le terme technique en tête. Mais en général, sur les camisoles en, fait, en velours de soie entière, on n'avait pas forcément d'habillement en, fait, en bas des manches. Là, c'est vraiment une mode qui est restée en fait, grâce à l'arrivée de l'électricité en Bretagne. En fait. Donc, quand l'électricité est arrivée, on avait donc des lampes avec des habillements de perles autour des lampes. Et souvent, ça cuisait un petit peu, ça prenait un petit peu feu. Du coup, en fait, les merceries ont commencé à vendre en fait, des rubans perlés comme ceci. Et donc, les Bretonnes, qui ont vu que c'était vraiment très, très beau, se sont dit qu'on va remplacer la dentelle qu'il y avait sur les camisoles d'avant pour les habiller différemment, être aussi en accord avec l'arrivée en fait, des tabliers art déco notamment. Et là, pour la reconstitution, vous avez trouvé ces mêmes bandes déjà perlées ou c'est vous qui avez reconstitué? Alors on a trouvé des bandes notamment en vente sur eBay, Vinted, des vraiment qui sont authentiques, plus en perles de jet. Celles qu'on a ici sont aussi donc, inspirées comme on a pu voir en fait, sur les photos et trouvées du coup, en occasion. Elles ont été achetées en fait, sur des sites comme eBay principalement. En fait. On essaie de reproduire comme on peut en fait, ce qu'on a pu observer sur internet, c'est ça. Ok, merci. Merci beaucoup au groupe de Rose Romain, vous pouvez applaudir.
et vous pourrez les retrouver à 14h49 sur la scène de l'Hermione pour leur spectacle dit Pourquoi tu danses ?